C'est parti. Bonjour, bonsoir à vous tous, comme vous voulez, fidèle à votre Quad 9 sur Zouk TV, incontournable. Alors évidemment, nous évoquons des problèmes très sérieux, et notamment aujourd'hui, on va parler du monde de la santé, qui me semble-t-il, la santé est malade. Avec comme invité M. Jean-Louis Jean-Pierre. M. Jean-Louis, bonjour, bonsoir, comme vous voulez. Bonjour M. Timon, bonjour téléspectatrices et téléspectateurs de Zouk TV. Vous êtes secrétaire général Info Santé au CHUM de Martinique. Est-ce qu'on peut dire que ça se porte bien au CHUM? Dire que ça se porte bien, le personnel essaie de se porter bien, mais la situation elle est plus que critique. Dire qu'elle est critique, ce serait un euphémisme parce qu'il n'y a pas de mots pour qualifier la souffrance du personnel et la souffrance à l'intérieur de l'hôpital, de notre institution, le CHUM Martinique. Alors, on va faire un état des lieux. Vous avez parlé de souffrance du personnel. Souvent, on a évoqué des manques de matériel, etc. Les conditions même de travail. Parlez-nous un peu de cette ambiance-là, des conditions de travail. Des conditions de travail qui se dégradent de jour en jour, tant au niveau des services de soins qu'au niveau de la logistique. Je prends un exemple bien simple des ascenseurs au CHUM et au centre Imaventura, qui sont en panne. Sous 4 ascenseurs au CHUM, on n'a qu'un seul qui fonctionne. Parce qu'on n'a pas le matériel qu'il faut pour réparer les ascenseurs. Et quand les pièces sont arrivées sur le port, on ne peut pas les dédouaner parce que le CHU n'a pas d'argent pour dédouaner la pièce. Les pièces, puisque nous avons 4 ascenseurs qui sont en panne au niveau du CHUM Pierre Zobda Kitman et 3 qui sont en panne au niveau du centre Imaventura. Donc ce qui fait que le matériel est arrivé sur le port alors que ça devrait arriver en avion puisque c'est d'une nécessité vitale pour le CHUM puisque l'ascenseur est utilisé par les visiteurs, pour les patients, par la logistique aussi, et c'est incontournable. Donc on perd un temps fou pour acheminer les patients au bloc opératoire et puis les ramener dans le service. Ça dure 45 minutes, 1 heure, donc ce qui fait que ça perturbe tout, ça perturbe le fonctionnement même du bloc opératoire et de l'institution. Alors, monsieur Jean-Louis, vous avez parlé, alors évidemment du CHUM, il y a les problèmes, mais l'espace Imaventura, je pense que c'est quand même assez grave. C'est très grave, ça. C'est critique. Non, mais il y a un moment qu'on en parle, on ne voit pas d'évolution. Ce n'est pas de je veux bien, mais ce n'est pas de notre fait. Hein. Nous, organisations syndicales, particulièrement la mienne, qui se bat matin, midi et soir pour le centre Imaventura, mais on ne voit rien venir. Même la convention n'a pas été revue depuis 2007, ce qui fait qu'on a un manque à gagner important au niveau du centre Imaventura. Et par rapport à notre cri d'alarme, le président de la CTM a décidé de prendre son bâton de pèlerin et de réunir tout le monde autour d'une table pour revoir la convention qui n'a pas été revue depuis 2007. Mais M. Jean-Louis, justement, on a parlé de ça. Est-ce que vous avez la présence des fois d'élus sur ces structures-là qui viennent constater? Est-ce que ça arrive souvent? Non, c'est nous qui allons vers eux pour les sensibiliser sur les difficultés que nous rencontrons au quotidien dans l'exercice de notre profession. Mais ça ne semble intéresser, je le dis comme je le pense, ça ne semble ne pas intéresser les politiques parce que la problématique santé, c'est une catastrophe en Martinique. D'autant plus que nous sommes loin du continent, nous sommes à 8000 km du continent. Et j'aime bien le répéter à ceux qui veulent l'entendre, c'est-à-dire que si on a les moyens physiques et financiers pour traverser l'océan pour aller se faire soigner en France, tant mieux. Mais quand on n'a pas la capacité physique de prendre l'avion, même si on est riche, mais on est condamné à être soigné en Martinique. Mais il faut qu'on nous donne les moyens convenables pour prendre en charge nos patients. Donc on a vu le cas de l'espace Imaventura qui est vraiment, j'ai l'impression, parce que j'entends tellement de plaintes, les gens, etc. Voilà. Et puis on a un service des urgences. Alors là, j'aurais bien aimé qu'on s'arrête là un peu. Le service des urgences, parce que concernant les coups de gueule, on entend que ça à la radio. On est devenus des habitués des coups de gueule, mais quand il faut passer à l'action, on ne les entend pas, on ne les voit pas. C'est-à-dire que moi, ce que je reproche à ma population, c'est-à-dire qu'on aime utiliser le téléphone, on n'est pas capable de laisser son nom pour dire « moi, je revendique ceci » ou « je revendique cela ». C'est-à-dire que quand on arrive aux urgences et quand on est devant le fait accompli, on agresse nos collègues, on nous agresse parce que la situation est inacceptable. Mais ce n'est pas de notre fait, puisque matin, midi et soir, on le dénonce. Mais quand vous avez un CHU qui est en difficulté financière abyssale, ça fait des années, et que l'État ne veut pas résorber le déficit de l'hôpital, ça me cause un problème. Parce que quand je vois qu'on a un déficit de 350 millions, d'accord, on a un déficit.
Il faut savoir que l'hôpital n'est pas là pour faire du bénéfice. On est là pour soigner, déjà, au départ. Mais quand je vois que l'État verse 4 milliards en Ukraine pour faire la guerre à la Russie et que nous avons besoin de 330 millions pour résorber le déficit et pour trouver un souffle nouveau, pour repartir sur de nouvelles bases, et qu'ils ne sont pas capables de s'occuper de sa population, moi je dis qu'il y a un problème, qu'il y a un réel problème. Et que ce soit à nous maintenant de prendre nos bâtons de pèlerin et de dénoncer ces dysfonctionnements-là au niveau de la population, parce que les politiques ont perdu la main, qu'on le veuille ou non, parce que c'est le 49-3 pour les députés, les sénateurs pareil. Par décret, donc, là. par décret. Donc, moi, je pense qu'il faut un mouvement populaire. Il faut que les maires se mettent ensemble et que la population aussi décide de descendre dans la rue pour demander des comptes et demander une situation stable au niveau de la santé, au niveau des hôpitaux de Martinique, parce qu'il n'y a pas que le CHUM. Il y a l'hôpital du Marin, l'hôpital du Saint-Esprit qui doit être reconstruit. Il y a Trinité, c'est une catastrophe. Donc, moi, je dis que ça a assez duré et que la population doit se mettre en branle-bas de combat pour nous défendre, pour défendre la santé. Pour défendre la santé, pour défendre leur service public de santé. Parce que justement, M. Jean-Louis, à chaque fois qu'on parle, on s'adresse à la population, on se tourne vers la population. Quand vous manifestez, etc., est-ce que vous sentez l'adhésion populaire? Mais même au niveau de l'hôpital, M. Timon, on dépose des préavis de grève, les collègues se plaignent matin, midi et soir, mais quand il faut aller voir la direction, mais quand il faut bloquer l'institution, il n'y a personne derrière. Même les contractuels, on se bat pour l'intégration des contractuels, ils ne viennent pas dans les négociations. Donc, moi, je pense qu'il y a un réel problème. C'est-à-dire qu'on crie au loup, mais quand il faut venir combattre le loup, on ne voit personne. C'est toujours nous, les irréductibles, hein, qui nous battons pour toutes celles et ceux qui sont en difficulté, mais qui ne viennent pas manifester. C'est toujours les mêmes. Ce sont toujours les mêmes. Ce sont les irréductibles. Ce sont les gens de ma promotion. Mais les jeunes, on ne les voit pas. Et pourtant, on se bat pour eux parce que les contractuels, on en a besoin dans l'institution pour faire fonctionner l'institution, mais il faut les intégrer, il faut qu'ils aient des conditions dignes de ce nom, mais quand il faut se battre, on ne les voit pas. Et c'est le reproche que je fais à la population hospitalière. Oui, mais M. Jean-Louis, alors là, c'est le vieux prof là qui... Concernant le métier en lui-même de soignant, est-ce que vous pensez qu'il est considéré maintenant? Parce que souvent, on voit que les libéraux se plaignent, etc. Les écoles d'infirmiers, comment ça fonctionne? Est-ce que vous sentez un engouement de la jeunesse pour ce type de vocation? Il y a de la vocation toujours, il y a de la vocation, puisque quand on choisit Gisèle Monchat, c'est un sacerdoce. Hein. Il faut savoir ce qui nous attend. C'est un choix. Mais je prends l'exemple bien simple de l'école d'infirmière, où on vient se former, on vient former des professionnels, des futurs qui vont nous remplacer. Bon, les conditions ne sont pas réunies pour avoir un enseignement de qualité. Un enseignement de qualité. On n'a pas suffisamment de formateurs. Et les salles sont vraiment dans un état de délabrement total. Donc moi, je le dénonce parce que c'est pas normal. Moi, j'ai interpellé le président de la CTM, puisqu'il nous a reçus, puisqu'il a un droit de regard sur le fonctionnement de l'école. Si on n'est pas capable de les former convenablement dans notre pays, comment on peut faire revenir ceux et celles qui sont là-bas, alors que ceux qui sont sur le pays, on ne peut pas leur donner une situation saine et des garanties de formation digne de ce nom. Donc moi, je dis que à un moment, il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on fait pour remettre sur les rails la santé, pour l'appareil sanitaire, même. Pour l'appareil sanitaire, tant pour les élèves que pour nous, professionnels qui sommes déjà des professionnels, mais ceux et celles qui veulent se former, sur 10 personnes pour l'encadrement, on n'a que 5. On n'a que 5 formateurs sur 10. Comment on peut former convenablement des collègues? Comment on peut former cette jeunesse alors que même pour les tenues, pour aller en formation dans les services, ils n'ont pas les moyens de leur fournir des vêtements? Moi, je trouve ça insupportable, M. Timon. Mais c'est justement, c'est là... Et c'est ça que je dénonce aujourd'hui. Même les élèves subissent les conséquences de la pénurie d'argent au niveau de l'hôpital. Tous nous souffrons de ça. Et personne n'ose le dire. Moi, je le dénonce ouvertement. Il va falloir qu'on s'asseye et qu'on trouve des solutions pour que le système fonctionne. On ne peut plus continuer à fonctionner comme ça. On a parlé des jeunes, de la formation, de la vocation même, mais le matériel en nous-mêmes, l'état des lieux, parce que ça fait, j'ai fait séjourner en hôpital, ça fait l'état des lieux même, l'hygiène. Si je vous dis qu'il y a... toute l'hygiène, n'en parlons pas. Quand vous avez 4 ascenseurs, vous n'avez qu'un seul qui fonctionne. Donc je vous laisse imaginer la suite. Vous avez le propre et le sale qui gravitent dans cet ascenseur-là. Et on vous demande de prendre un bain de bétadine avant de descendre au bloc opératoire et on vous fait entrer dans un ascenseur qui n'est pas désinfecté, qui n'est pas nettoyé. Donc vous amenez forcément ces germes-là au bloc opératoire qui risque d'avoir des répercussions sur l'équipe qui doit
prendre en charge ce collègue-là pour les opérer. Donc, et ça ternit l'image de notre bloc opératoire et peut ternir l'image du chirurgien, parce que s'il y a une infection nosocomiale, on va dire que celui qui a fait les gestes, c'est l'équipe qui est concernée, alors que le germe, on l'a pris dans l'ascenseur et qu'on l'a amené au bloc opératoire, puisque le bloc opératoire, c'est la sepsie plus, monsieur. Ouais. Et moi, je le dénonce ouvertement. Moi, ça me dérange de le dire, mais je ne peux plus supporter ça. On ne peut plus continuer à travailler dans des situations pareilles. C'est inadmissible ce qui se passe là. Il va falloir qu'on trouve des solutions qui soient pérennes pour la santé en Martinique. Oui, mais c'est un vœu pieux, parce qu'à chaque fois que vous mettez devant les politiques, les députés, tout ça, ils sont interpellés sur l'état des lieux. Tout le monde est interpellé. Est-ce que vous sentez du réactif de ce côté-là? Il n'y a pas de réactif, puisque jusqu'à présent, rien n'a bougé. Je ne veux pas les condamner, nos politiques, quand même, parce qu'on voit leur intervention au niveau de l'Assemblée, on voit leur intervention au niveau du Sénat, on les interpelle, mais le 49.3, c'est comme ça, on ne peut pas tenir compte de nos revendications, puisqu'ils les font remonter, mais quand il faut appliquer une nouvelle loi, ça ne passe pas parce qu'on n'est pas suffisamment puissant pour combattre ceux et celles qui sont sur les continents, pour les convaincre de la réalité concrète sur le terrain. Oui, alors là, on va aller un petit peu plus loin. On va passer du côté technique, haute technicité. On a parlé d'équipement, etc. Est-ce que les promesses ont été tenues? Est-ce que des matériels nouveaux, etc., sont arrivés dans ce sens? Je prendrai l'exemple bien simple. Je pense que vous connaissez la situation. Je prendrai l'exemple bien simple du cyclotron. Le cyclotron devrait être ouvert depuis septembre de cette année. Maintenant, on ne sait plus en 2024 quand est-ce que ça va s'ouvrir, parce qu'on a de gros problèmes financiers qui plombe ce bel outil qu'on s'est battu pour avoir. Ah mais vous êtes battu. Jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas en mesure de dire quand est-ce qu'on va pouvoir accueillir nos premiers patients. Et c'est incontournable, le cyclotron, maintenant. C'est incontournable pour la prise en charge du cancer. Mais maintenant, jusqu'à présent, ils ne sont pas en mesure de nous dire quand est-ce qu'on va ouvrir. Toujours des problématiques financières qui gangrènent l'hôpital. On va vous dire que c'est pas partout pareil, etc. Évidemment, vous voyez, enfin, il y a le nombre de calamités qu'il y a sur le territoire national, entre guillemets. Je veux bien entendre que partout pareil, mais la Martinique, c'est la Martinique. La Martinique, on est à 8000 km de la France hexagonale. On est l'hôpital de référence de la Caraïbe, Antilles-Guyane. Et on n'a pas les moyens de prendre en charge nos patients. Je prends l'exemple bien simple. Si aujourd'hui on a un accident, on a 10 blessés graves, une urgence de 10 patients qu'on doit prendre en toute urgence, on n'est pas capable de les absorber. J'assume mes responsabilités. Un gros accident. On ne peut pas, on n'a pas de lit d'aval. On n'a pas suffisamment de salles d'opération fonctionnelles. C'est-à-dire qu'on n'a pas, on ne peut pas prendre en charge des patients. Je prends l'exemple très simple de la traumatologie. Les patients, on les reçoit, on les renvoie chez eux, on leur dit quand on aura un lit de libre, on va vous appeler. Donc vous êtes couché chez vous avec une cheville pétée, on vous donne des médicaments, des anti-inflammatoires, des antidouleurs, mais jusqu'à ce qu'on trouve une place pour vous opérer. C'est ce qui se passe en ce moment. Et c'est ce que je suis venu dénoncer. On ne peut pas avoir des patients qui risquent de partir en clinique et qui souffrent le martyre chez eux parce qu'on n'est pas en mesure de les prendre en charge convenablement. Parce qu'on n'a pas de lit d'aval, on n'a pas suffisamment de place au bloc opératoire aussi pour faire un programme opératoire quand on a un seul ascenseur sur 4 ascenseurs. Donc comment on fait? Des conditions difficiles. On est arrivé à ce stade-là, monsieur. On est arrivé à ce stade-là. Où les patients sont renvoyés chez eux et qu'on ne peut pas les opérer tout de suite. Ils restent chez eux, quoi. Ils sont chez eux en train de souffrir le martyre. Mais on va faire un parallèle. Par exemple, entre ce qui se passe ici et ce qui se passe en Guadeloupe. Je suppose quand même que vous avez des relations pratiquement quotidiennes avec ces... Est-ce que c'est pareil? En Guadeloupe, c'est pareil. Puisque vous avez un CHU. À la différence qu'à Guadeloupe, vous avez un CHU qui va naître, qui va renaître, mais sans avoir dépensé un centime. C'est l'avantage qu'ils ont en Guadeloupe par rapport à nous. Nous, tout ce qu'on fait, on doit financer. Tandis que la Guadeloupe a eu la chance, cette chance-là le CHU a été reconstruit, mais ils n'ont pas dépensé un centime. Ça a été pris en charge par l'État. Tandis que nous, tout ce qu'on fait, il faut qu'on paye. Je ne leur en veux pas, tant mieux pour eux. Mais nous, je prends un exemple bien simple. Vous êtes déjà en difficulté financière, vous n'avez pas d'argent, tout ce que vous pouvez faire, c'est faire un prêt. Donc quand vous faites un prêt, vous creusez encore votre déficit. Mais bien sûr. On ne peut plus s'en sortir. Je me demande quand est-ce qu'on va nous prendre en considération. Mais c'est très, très, très grave ce que vous êtes en train de dénoncer, c'est ça, c'est le cas exactement. Mais alors là, on a parlé tout à l'heure de carrière, de jeunes, etc.
Alors là, il faut être direct avec moi. Hein. Est-ce que vous pensez que les salaires vos salaires, etc., sont intéressants pour la somme de travail que vous avez à faire? Non, par rapport à la charge de travail, par rapport à la pénibilité, non, c'est pas. De toutes les façons, on est, si ma mémoire ne me fait pas défaut, 6e au niveau de la France, hein, au niveau de l'Europe, pays payant convenablement le personnel de santé. La France se retrouve à la 6e place. Donc c'est pour vous dire que nous ne sommes pas bien payés par rapport à la charge de travail, par rapport à la pénibilité et par rapport au travail qu'on fournit. Alors finalement, mais justement, j'ai évoqué cette question-là parce que le remplacement de cette génération de soignants, est-ce que vous pensez qu'il est assuré? Parce que là, vu ce que vous dites là, vous êtes très pessimiste. Il n'est pas convenablement assuré puisque c'est pas un métier qui est attractif. C'est plus attractif. C'est comme l'éducation nationale. C'est pas attractif. C'est pas bien payé. C'est pas attractif par rapport à la charge de travail, par rapport à tout ce qu'on entend et tout ce qu'on subit au quotidien. Ouais. On se fait agresser physiquement, verbalement aussi, matin, midi, soir, donc, alors qu'on n'y est pour rien. On fait avec les moyens du bord, on fait avec ce qu'on a. Ouais. Donc, moi, je dis que c'est pas au personnel de santé à subir ça. Ouais. Donc, on est venu se soigner des gens, on est venu prolonger la vie des gens et non pour se faire tabasser au travail ou insulter matin, midi au soir au travail. Ouais. C'est inadmissible que tous les jours, on débraye pour aller voir la direction pour leur dire, mais écoutez, on n'a pas le matériel. Mais justement, la direction, oui. C'est une nouvelle direction. Moi, je ne vais pas les condamner parce que ça fait un moment que ça dure. Mais j'ai plus l'impression que certains viennent en Martinique, ils aiment venir en Martinique pour visiter la Caraïbe, se promener pendant 3 ans, 4 ans, et puis ils savent pertinemment qu'ils vont partir. Et qui vont nous laisser excusez-moi l'expression, dans notre merde. Mmh. Mais moi, je dis qu'à un moment, il faut se rebeller. Mais les rapports de la direction et le personnel même, ils sont assez réguliers quand même, vu tout ce que vous me dites là. C'est régulier, mais... Vous avez des remontées, vous avez des... On vous comprend, hein, on vous répond, ouais, mais je vous comprends, je suis d'accord avec vous, mais qu'est-ce qui est fait une fois qu'on a laissé le bureau du directeur? Rien, parce que quand on n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. Donc c'est un problème de fond. Là. C'est un problème de fond. Un déficit abyssal et qui gangrène tout et tout est autour de l'argent. On n'a pas d'argent, on ne peut pas réparer les ascenseurs. En plus, ce qui se passe, c'est-à-dire que les entreprises ne sont pas payées. Ce qui fait qu'on coule des entreprises. L'entreprise qui répare, je prends l'exemple bien simple, l'entreprise qui répare les ascenseurs, a déjà licencié pas mal d'agents parce qu'ils se retrouvent en difficulté, pas seulement par rapport au CHU, par rapport à d'autres. Non, ils n'ont pas été payés. Donc il faut payer son personnel. Donc ils sont en train de licencier. Et on a coulé cette entreprise-là. Donc comment on va faire pour réparer les ascenseurs? C'est la seule entreprise agréée qui puisse réparer en temps et en heure les ascenseurs. Rassurez-moi, c'était quand même une entreprise locale. C'est une entreprise locale. Alors, vous voyez, mais c'est etc. d'entreprises locales qui meurent par rapport au CHU, qui ne payent pas en temps et en heure, qui payent au-delà de 3... je dirais même pas 360 jours, ça va au-delà de 360 jours. Quand vous avez une entreprise, vous avez des employés, il faut les payer, il faut payer vos charges. Donc si vous faites des sorties d'argent, vous n'avez pas d'entrée d'argent, ça ne sert à rien. Non mais monsieur, le tableau il est vraiment sombre, vous avez compris mesdames et messieurs que c'est pas la joie d'être dans ce secteur-là. Alors on va faire un petit écart. Du côté des infirmiers libéraux, ça va mieux? Je ne peux pas. Non, c'est à vous. Je ne peux pas parler des infirmiers libéraux, mais c'est tout le monde qui est impacté par ça. Mais même les infirmiers libéraux, il n'y en a pas suffisamment et ils sont contrôlés drastiquement. On ne leur donne pas les moyens nécessaires pour accomplir leur mission. Et c'est devenu... c'est vraiment un sacerdoce, ils le font parce qu'ils aiment leur profession, parce qu'ils aiment leurs patients, mais je dis, il y en a tout plein qui démissionnent et qui reviennent à l'hôpital parce qu'il y a trop de charges, parce qu'ils sont trop contrôlés, parce que ceci, cela. Donc, c'est toute la profession qui est en souffrance. Hein. Que ce soit dans le libéral... Parce qu'à un certain moment, ça disait, bon, tu sais, ils avaient une image plus ou moins de gens qui gagnent bien leur vie, etc. Parce qu'ils se sont donné les moyens de gagner dignement leur vie. Hein. Ce n'est pas eux qui touchent trop, c'est nous qui ne touchons pas assez. Moi, je ne leur en veux pas. On fait un choix parce que quand ils se réveillent à 1h du matin, ils partent de chez eux à 1h du matin, ils rentrent de chez eux à 15h. Des fois, ils n'ont pas le temps de voir leurs enfants ni leurs maris. Hein. Et inversement, donc ça peut créer des tensions au niveau des familles. Hein. Donc, moi, je prends ça en considération. Moi, je ne leur en veux pas. Ils ont fait un choix. Moi, j'ai fait un choix de travailler dans la fonction publique, mais
Ben je me réserve le lot de dysfonctionnements au niveau de la fonction publique. Hein. Il ne faut pas croire que tout est réalisé dans la fonction publique, hein, parce qu'on a des droits, on a des devoirs aussi dans la fonction publique. Bon, alors là, nous avons parlé aux soignants, nous avons eu les difficultés, nous parlons maintenant aux syndicats. C'est-à-dire, voilà. Alors, quelles sont les mesures, ne faites pas d'effet d'annonce, hein, mais quelles sont les mesures déjà que vous envisagez Monsieur Timon, on a déjà tout fait. On a déjà fait des grèves. Là, on est dans la dernière ligne droite. On fait des débats. On s'attend à quoi pour les prochains jours? La fin de l'année est arrivée. La fin de l'année est arrivée. Ben, nous, ça nous fait. Moi, je ne peux pas dire ce que je vais faire, mais on ne va pas rester là les bras croisés. Puisqu'on a aussi un personnel de nuit qui est en souffrance, parce que travailler de nuit, c'est pas comme travailler de jour. Donc, chacun a ses difficultés. On a un personnel de nuit qui tire la langue, qui ne peut pas bénéficier de ses congés, qui ne peut pas bénéficier des formations, qui se voient lésés parce qu'il y en a qui sont en 12 heures et qui perdent de l'argent au passage en 12 heures. Donc il y a tout plein de problématiques à revoir dans l'hôpital. Il faut revoir l'hôpital, il faut restructurer l'hôpital. Mais il faut avoir des pilotes qui soient dignes de ce nom, qui soient en mesure de prendre les problèmes à bras le corps, et avec l'aide des syndicats, parce que le problème ne va pas être réglé uniquement par la direction non plus, hein, mais c'est par rapport, en fonction des organisations syndicales, en fonction du personnel aussi. Et la population aussi, quand même, mais oui. La population en deuxième plan, mais d'abord les acteurs de la santé. Le monde syndical, les acteurs de la santé. De la santé qui doivent se mettre autour d'une table et trouver des solutions qui puissent permettre à l'hôpital de trouver un souffle nouveau, parce qu'il n'est pas dit que ça va continuer comme ça, parce que si on ne réagit pas, c'est la mort de l'hôpital, hein, totale, parce que je vous dis que la situation elle est plus que critique. En tout cas, mesdames et messieurs, vous avez compris qu'on est au rouge. Tous les voyants sont rouges, la situation est critique, comme nous l'expliquait M. Jean-Louis. Le monde de la santé, voilà, il faut qu'on reprenne les choses en main, parce que ça va mal, ça va très mal. À très bientôt sur ZOC TV.